Esprit libre, esprit curieux. Assistant réalisateur de Giro Pontecorvo et d'autres. Bon. Voilà, nous en parlerons tout au long de l'émission de ce soir. Pour vos questions et vos réactions, cultureclub@entv.dz. Et donc, nous voilà avec vous, je le rappelle encore une fois, Ahmed Bezlikha pour votre ouvrage, je le rappelle encore une fois, L'esquif des mots, paru aux éditions, donc, Hibr. Je le disais au sommaire de l'émission, on est réellement dans une forme de huis clos poético-mystique. Mais c'est d'abord une région qui a pratiquement conditionné l'écriture de cet ouvrage. C'est du côté donc de Msila, c'est Pchilga. Vous me disiez, justement, dès que j'ai visité la première fois cette région-là, je me suis dit, cela se prête à une écriture poétique, romanesque, allez savoir, mais le décor était planté. Effectivement, donc il y a quelques années, j'avais été affecté dans le cadre de mes activités professionnelles à Msila. Et j'avais découvert une région très riche et très contrastée,
Entre autres, il y avait cette région de Pchilga qui fait partie du Hodna, du grand chott du Hodna, et qui, à l'époque, m'avait beaucoup plu et peut-être déjà inspiré. Et voilà donc, plusieurs années plus tard, que je consacre je dirais un roman poétique ou un poème romancé, je ne saurais vous répondre, à cette région et à beaucoup d'autres choses. Vous dites que la poésie n'est pas un genre, mais un état en mouvement, perpétuellement en mouvement. Impossible de vous définir également, vous en tant que, comment dire, qu'auteur, journaliste, poète. Donc vous êtes réellement pluriel dans l'écriture politique, économique, sociale, romanesque, tout ça en même temps. Pluriel, mais toujours avec un fil conducteur, je dirais. Oui. C'est surtout défendre des valeurs et puis s'inscrire dans une démarche humaniste. Et je pense que pour l'esquif des mots, cette démarche est réellement présente. Il s'agit d'abord de personnages assez différents. Il y a que pratiquement tout oppose. Tout absolument, oppose, hein. Absolument. Particulièrement les deux protagonistes, j'allais pratiquement, ou les acteurs principaux de votre roman poétique, je le rappelle, L'esquif des mots. Je parlais de huis clos mystico-poétique. Et je m'explique justement, Ahmed Mazlih. On va à la rencontre d'abord de deux personnages. C'est d'abord Abdelkader l'Irakien, donc, et Mathias le Suisse. Hein. Le Suisse. Tout oppose, mais tous deux sont amoureux des grandes littératures, du verbe et de la poésie avant toute chose. Et puis, ils pensent à faire ensemble, à commettre ensemble un livre. Le livre en question va être, aurait dû en tout cas, être consacré à un grand mystique du XXe siècle, en l'occurrence Cheikh Ahmed Al-Alaoui, qui est algérien. Et voilà, et donc de ce point de vue, voilà donc deux personnes, comme vous dites que tout oppose, l'un oriental et l'autre occidental, quoique moi personnellement... C'est le dialogue entre l'Orient et l'Occident Pour ma part, je remets en cause cette dichotomie qui est fausse, parce que finalement... On est dans les chocs des cultures. Pas du tout. Et non plus dans le dialogue. En fait, c'est la complémentarité, puisque nous sommes issus tous de la même source. Il n'y a pas d'Orient, il n'y a pas d'Occident. Et partant donc les médias et les politiques ont-ils réellement alimenté ces visions-là, créé ce choc civilisationnel? Je ne sais pas, mais en fait, vous savez, les médias viennent un peu en écho aux sociétés. Les sociétés aussi sont quelque part preneuses, si je puis dire, de ce genre de discours, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il ne s'agit pas de stigmatiser telle ou telle culture. Mais au-delà donc de cette problématique, ce qui était intéressant ici, c'est qu'en fasse se retrouver des personnages complètement différents, du moins au plan de l'itinéraire, et qui se rassemblent autour d'une figure humaniste, en l'occurrence le cheikh, et partant de là, qui mélangent un peu leurs expériences, leurs mots, leurs impressions, leur souffrance aussi, mais aussi leur joie, leur bonheur, pour un peu donner un sens finalement à leur vie. On est réellement dans la quête du sens. Oui. C'est vraiment la quête du sens. Oui, toute écriture finalement est une quête du sens. On utilise le sens pour trouver du sens. Et je pense qu'il y a même un poème qui est consacré au sens au niveau de l'ouvrage. Ça s'appelle L'esquif des mots, je le rappelle encore une fois, et c'est paru aux éditions Hebel en vente libre chez les bons libraires. Vous écrivez, Abdelkader se sentait là. Il n'arrêtait pas d'invoquer Dieu, mais comme une pluie fine qui n'en finit pas de tomber, le découragement pénétrait en lui, si incrusté. Comme à son habitude, depuis des années en fait, depuis la chute de Bagdad, il tenait un journal. Il couchait ses idées en rapportant les faits qui le marquaient d'une manière ou d'une autre. Il y notait aussi les poèmes qui pouvaient lui traverser l'esprit. C'est ainsi qu'un soir d'hiver, il écrivait « Parfois je ferme les yeux, à m'en faire mal. Je serre les paupières et aussi les dents. Je serre des dents. Inconsciemment, je ne m'en aperçois pas. Ce n'est pas que je m'en fasse pour l'avenir, les soucis, la vie, comme on dit. Je connais sa logique, même si cela m'a
m'attisse quand je pense à la mort, celle des proches et la mienne. C'est plutôt les instants qui passent un peu vides, un peu inutiles parfois, et toutes ces possibilités que nous avons d'être nous-mêmes et que nous ne pouvons pas, pour une raison ou pour une autre, souvent pour des motifs changeants, des prétextes parfois par impuissance, ignorance, prudence ou crainte. Les instants sont toujours perçus comme secondaires par rapport à ce que nous voyons comme la pérennité de notre vie. En fait, ne n'oublions pas qu'il n'y a pas de pérennité, il n'y a que des instants accumulés. Et là, nous revenons vers donc justement ce questionnement permanent qui est pratiquement le socle de votre ouvrage, oui. Notre rapport à la vie, notre rapport en fin de compte à la mort et à notre finitude. Oui, d'une certaine manière, mais sans, je dirais, sans maniérisme, sans sensiblerie mal placée, mais comme quelque chose finalement qui fait partie aussi de la vie. La mort est quelque chose de normal, somme toute. Et donc, j'ai essayé un peu d'aller au-delà de la mort, je dirais, macabre. La mort n'est... C'est un questionnement philosophique. C'est un questionnement philosophique. Oui, soufi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec le terme soufi, ou peut-être même mystique. Mystique qui a ses origines chrétiennes, et soufi qui a un peu ses origines au niveau de l'orientalisme, je dirais même si Sauf que votre ouvrage vous échappe, comme vos univers. Chacun les perçoit, chacun les interprète et chacun se les approprie. Oui, mais volontiers, parce que finalement c'est ce qui fait la richesse de la littérature, de toute écriture, c'est que chacun de nous y met un peu du sien, et tant mieux, c'est une excellente chose. Donc la rencontre, je le rappelle, de vos personnages, Abdelkader l'Irakien et Mathias le Suisse. Nous parlions à l'instant de Abdelkader. Et là, nous allons, si vous le permettez, écouter la voix et le questionnement et les univers de Mathias. Vous écrivez à la page 9, par la grande baie vitrée, Mathias regardait la ville s'étaler à ses pieds. Superbe illustration de la puissance de l'homme, pourtant un indéfinissable sentiment lui étreint l'esprit. C'est un sentiment si proche de l'étrangeté, celle qui, au détour de votre sommeil, dans un rêve auquel vous ne prenez pas garde, vous envahit jusqu'à vous convaincre de votre onirique existence, de celle de même nature de vos semblables. Loin de Verlaine, ce rêve pourtant tout étrange et pénétrant n'a rien d'une femme, car celle-ci, oubliée, vieille et malade, ne fait que passer sous les colibés vulgaires des nombreux désœuvrés, les regards méprisants de quelques parvenus et le poids d'un destin indifférent. Étrange, inutile et indifférent, tel est le rêve. Est-ce un cauchemar? Grand point d'interrogation. Nullement, il n'en est ni l'effroi, ni ne relève de l'extraordinaire. Et avec vous, quand on vous a, j'ai eu à approcher vos univers dans la lauréat de Cervantes, et cet ouvrage-là, je ne sais pas si on est réellement dans la même logique, où y a-t-il une forme de fil invisible entre le premier et celui que nous venons présenter ce soir à nos téléspectateurs. On est réellement comment dire, dans le questionnement, certes, mais toujours dans deux mondes, le réel et l'imaginaire, le meilleur et son contraire. Oui, d'une certaine manière, mais vous savez que ça soit au niveau des religions monothéistes ou des sagesses orientales. On est dans un état transitoire. Voilà le terme que je cherchais. L'état transitoire. L'état transitoire, en fait, c'est la vie. C'est ça, l'état transitoire. Ce que nous vivons est tout à fait transitoire, puisque nous sommes porteurs de, comme vous le disiez tout à l'heure, de finitude. Nous allons doucement peut-être, mais sûrement vers la mort, vers notre propre fin. Et ce qui est intéressant, c'est surtout de se dégager un peu du quotidien, et le quotidien peut être une routine simple, répétitive, mais peut-être aussi nos passions, que ce soit des passions matérielles ou des passions, j'allais dire, spirituelles, et puis de prendre un peu de distance par rapport à nous-mêmes. Et l'écriture nous aide à prendre cette distance que je dirais nécessaire à l'être humain. Mais en même temps, c'est avec un réel plaisir que nous écrivons pour ceux qui écrivent, et par ailleurs nous lisons aussi. Donc l'écriture, la lecture participent de cette distanciation, et cette distanciation nous permet un peu de comprendre un peu ce que nous sommes, un peu seulement, ce que nous sommes et d'où nous venons et où nous allons finalement. La lauréat de Cervantes n'aurait pas donné naissance à l'esquif des mots.
Je ne pense pas. Je serais catégorique sans que je puisse m'allonger sur un divan pour sur un fauteuil rouge pour me faire psychanalyser, mais je ne pense pas. C'est-à-dire que c'est deux univers différents, tout en gardant un fil conducteur qui est mais bien la sûr... quête mystique, la quête de soi est également omniprésente, que ce soit dans les, je le rappelle, la Ruqya de Cervantes et cet ouvrage que nous venons présenter. Dans la fontaine de Sidi Hassan aussi. Tout à fait, exactement. Donc, il y a toujours... On n'est pas dans la trilogie. Non, on n'est pas dans la trilogie, loin de Dib, je dirais. Nous sommes dans une continuité de l'imaginaire, en fait. C'est un peu mon imaginaire à moi qui se construit, déconstruit des récits, les reconstruit. Et je pense qu'il y a tout un travail qui se doit d'être fait sur les modes d'écriture, sur j'allais dire, l'intertextualité interne, ça doit exister aussi, puisque elle existe entre écrivains, elle se doit aussi d'exister, elle existe sûrement chez l'écrivain lui-même, c'est-à-dire une intertextualité au niveau de ses ouvrages, et il y a toujours finalement une sorte de polyphonie interne à l'œuvre en général. Abdelkader et Mathias, drôle de tandem, nous le disions au sommaire de l'émission, se dit également Monsieur France. Pourtant, c'était lui qui il y a longtemps les avait lancés dans le domaine littéraire, directeur littéraire des éditions Saga. Il avait été séduit par le style des deux auteurs, un style ressemblant alors que chacun provenait d'un horizon différent. Abdelkader était irakien alors que Mathias était bien sûr suisse. Seule la langue, le français, les rapprochait. Donc l'Irakien avait été formé à Paris après la chute de Saddam, alors que le Suisse n'avait jamais quitté Berne, sa ville natale. Leur style, lui, était presque le même, poétique, souvent répétitif, mais entraînant et concis. Monsieur France les avait présentés, les deux auteurs, l'un à l'autre, à l'occasion de la remise d'un prix littéraire. Ils s'étaient immédiatement pris d'amitié l'un pour l'autre, et des années plus tard, voilà qu'il lui proposait un ouvrage écrit à quatre, une biographie, disait-il, d'un saint musulman algérien, Cheikh Ahmed, qui est pratiquement d'ailleurs le troisième personnage que nous n'avons pas cité au début de l'émission. Et c'est là où on va réellement approcher le monde pratiquement invisible, où la quête spirituelle de ces personnages et de leur maître spirituel, c'est Cheikh Ahmed. Cheikh Ahmed, en fait, c'est le médium. Tout à fait. Dans les deux sens du terme, allais-je dire. Et donc, c'est lui qui mélange un peu les mots et qui, en même temps, constitue un peu le phare, le repère de l'ensemble de la trame poético-romanesque, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est le cheikh qui, à la fin, referme le grand livre en disant que finalement la mission a été accomplie. On laisse quand même nos lectrices et nos lecteurs découvrir un peu de quoi il s'agit et de quelle mission il s'agissait. Le commencement et la fin, oui. Et le verbe au milieu, c'est comme ça que vous avez construit, c'est du moins que je l'ai ressenti à travers la lecture de cet ouvrage, l'esquif des mots, je le rappelle encore une fois, paru aux éditions... Vous voyez bien que l'écrivain est quelque part démiurge. Oui, tout à fait, voilà. Exactement. On revient encore une fois à ce voyage initiatique et on revient à cette quête spirituelle parce qu'à un moment donné, ils sont allés le voir, ils se sont quittés et chacun nous a conduits vers ces univers sans savoir qui a réellement écrit ce poème ou l'autre. Hein. Voilà. On est vraiment dans le mélange. Oui, c'est là où ça serait intéressant, peut-être, je ne sais pas, pour la lectrice ou le lecteur, c'est un peu de reconstituer qui est qui, de voir un peu quel est le poème, quels seraient les poèmes de Mathias et quels seraient ceux d'Abdelkader. Tout à fait. Abdelkader, en fait, c'est en référence à Sidi Abdelkader al-Jilani. C'est pour cela que Abdelkader... Parce qu'il y a également le désert. Hein. Il y a le désert, mais il y a aussi Bagdad. Ouais. Alors, un sourire se dessina sur le visage ascétique du cheikh. Il invoqua Allah et demanda à Abdelkader et Mathias de prier et de saluer le prophète tel que commandé par Dieu,
Puis il leur dit, en vérité, vos mots ne sont pas les vôtres, ils sont ceux de tous. Tant que vous n'êtes que des hommes parmi les hommes, vos pensées et vos sentiments sont ceux de chacun. Seul votre rapport à Dieu vous appartient. Ces mots, donnez-les-moi. Je vais, si Dieu le veut, les mélanger et que chacun s'y retrouve, s'y reflète et s'en éprouve. Quant à vous deux, vous serez maintenant, vous savez maintenant, justement, avoir réussi votre épreuve, votre quête, vous servirez les autres et votre pays, par vos mots, vous avez votre esquif. Partez en paix. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure de cet ouvrage. Et c'est ainsi que nous lisons, que nous pénétrons, que nous souffrons, que nous jouissons à la lecture de cet ouvrage. Il y a aussi beaucoup de sensualité dans l'ouvrage. Oui. C'est vrai, ça c'est vrai. Alors, vous écrivez par exemple, « Je cherche le bonheur et ses joies, je te vois et mon désir croît, folle plaisir, sans loi. » Quand seras-tu à moi? Grand point d'interrogation, je ne sais pas. Je te prends ma plume, douce, caresse, fiévreuse, découverte, passion dévorante d'un feu incandescent qui brûle jusqu'à la glaise, puis décroît en cendres éparpillées sur les flots apaisés. Belle est l'âme, fort est le vent, le ciel se confond avec la mer, et dans la gorge l'émotion se lève en une psalmodie sans voix, irradiant le cœur et l'esprit de la présence indéfinissable. La plume s'élève comme une prière par le temps étalé et l'instant suspendu. C'est l'ouvrage pour lequel nous avons eu un coup de cœur en ce deuxième numéro, votre aventure bien sûr livresque de cette saison, je le rappelle encore une fois, de Culture Club. Mais il y a également l'actualité, et on revient encore une fois à notre rapport à Dieu. À un moment donné, vous écrivez, tu dis penser à moi, mais tu n'as pensé qu'à toi. Partager, tu disais, mais tu t'es soustraite. En fin de compte, tu as fait tes comptes, 1 et 1 font 2. 1 plus 1, c'est mieux. Est-ce qu'on serait encore une fois à cette quête de l'indivisible, le seul, l'unique? Je ne sais pas, mais on peut, comme vous le disiez tout à l'heure, faire plusieurs lectures, d'autant que je ne sais qui disait que la poésie, c'est l'au-delà des mots. Je pense que c'est Sartre. Et donc nous sommes un peu dans l'au-delà des mots. Chacun peut interpréter les choses à sa manière. Chacun peut appréhender toutes ces petites touches impressionnistes selon ce qu'il peut percevoir, selon le moment, selon son expérience, son parcours. Et donc on peut penser à Dieu, mais on peut aussi tout simplement penser à un amoureux déçu. Alors, notre rapport à la vie, notre rapport à la mort, où tout est illusion, c'est entre autres ce qu'on retrouve dans cet ouvrage, à travers, j'allais pratiquement dire, une nouvelle incisive. Vous écrivez, il avait arrêté le moteur. Plus actuel que jamais, je vous le conseille. Vous écrivez, il avait arrêté le moteur. Dans sa tête, il entendait de grands coups. Il ne savait pas si c'était le bruit des rames ou celui de sa douleur. Il ramait, les rames semblaient prolonger ses bras. Il ramait rageusement. Il n'y avait pas de mur en pleine mer pour s'y cogner la tête. Alors, il frappait dur en serrant les dents. Les rames fendaient l'eau et la barque s'éloignait rapidement vers le grand large. La journée était belle, mais triste comme toute autre matinée. Le vieux pêcheur était sorti tôt, sans qu'on sache s'il partait pêcher ou tout simplement pour s'éloigner du port. Le port était devenu invivable. L'anarchie et la saleté y régnaient. Les pêcheurs avaient changé et le port avait suivi. La mer pouvait encore peut-être lui ouvrir les bras, mais le vieux pêcheur savait que ça ne durait pas. Il savait que la mort n'épargnait personne. Combien avait-il encore à vivre, à sentir la chaleur du soleil sur sa peau, le goût du sel, le vent et la lumière? Il n'en savait rien. Dieu, oui, il n'en savait rien. Il savait juste qu'il allait crever, n'importe quand, n'importe où, comme un poisson en dehors de l'eau, et comme un poisson, il allait pourrir. Il ramait fort, hargneusement, en pensant cela. De sa vie, il n'en savait rien. Le pouvait-il? Grand point d'interrogation. Le port a toujours été un enfer, même avant, quand il croyait au mensonge. Peut-être qu'avant, effectivement, le port était plus organisé, plus propre, mais qu'importe, il l'avait oublié. Qu'importe, il l'avait oublié, et ce qui est oublié n'est pas vrai.
Le soleil pourtant semblait vrai, la mer aussi, mais le vieux pêcheur, sa barque et ses rames n'avaient rien de réel, sauf peut-être cette douleur intérieure comme une lame froide qui n'arrêtait pas de pénétrer au plus profond de la chair. Qu'allait-il ramener dans ce filet? Allait-il d'abord ramener quelque chose? Il n'en savait rien. Il était comme indifférent. Pourtant, la pêche pouvait être miraculeuse. Mais n'est-il pas trop tard? Lui qui avait tant cru au miracle avait fini par ne plus les attendre. Avait fini par ne plus en espérer quoi que ce soit. Il était peut-être mort sans le savoir. Notre rapport à la vie, notre rapport à la mort, votre rapport à la littérature et à la poésie. C'est l'ouvrage qui a, j'allais pratiquement dire, conditionné la rencontre de ce soir. Ça s'appelle L'esquif des mots. Il vous invite à embarquer avec lui. C'est un roman poétique, c'est du moins de cette façon que je l'ai approché, celui de Ahmed Benzlikha, et c'est paru aux éditions Hibr. Merci beaucoup d'avoir fait une halte sur notre plateau. Je le rappelle encore une fois, Ahmed Benzlikha. Vos questions et vos réactions, je le rappelle encore une fois, sur cultureclub@entv.dz. Bonsoir, Saliha Mekrez. Vous étiez toute oui et bien silencieuse à la lecture des univers et des questionnements et des douleurs et des jouissances mystiques d'Ahmed Benzlikha. Non mais magnifique lecture aussi. Vous êtes tellement un orateur magnifique. Vous avez une diction extraordinaire, Karim. Donc ça vous donne envie de l'acheter? Oui, de partir en voyage. Oui, oui. Je vais l'offrir à madame. Mais il est magnifique. Donc oui, le texte lu par Karim Amiti est magnifique. Alors vous aussi, vous êtes en dialogue, mais souvent avec les éléments, Saliha Mekrez. Les univers de Essa Djebbal vous ont toujours parlé. La mer vineuse, comme le disait si bien. La mer, toujours la mer, la montagne. Toujours, dialoguer avec les éléments, et en particulier la ville, qui est aussi un des éléments fondateurs de vos littératures et de vos poésies. Tout à fait, la ville aussi, la montagne surtout. Je te réponds par une poésie. On me dit folle de retourner là-bas. Là-bas dans ma montagne aimée. Ne sauront-ils donc jamais que dans son sein je couve mon nid? Tellement beau. C'est comme ça que je vis ma poésie. L'amour, mais également une forme de désespérance parfois dans vos univers, dans vos écritures. Oui, je pense que le doute me taraude. Je suis quelqu'un qui doute énormément. On revient aux questionnements qui ont alimenté les écrits de Ahmed Benzlikha. Tout à fait. C'est terriblement, on va dire, houleux dans ma tête parce que je ne sais pas que je n'y crois pas. Je suis quelqu'un qui espère. Je suis souvent en quête, je dirais même à mon âge, de liberté. Mais je suis quelqu'un qui côtoie on va dire les quatre éléments, mais qui côtoie tous les jours, on va dire, les autres aussi, bien sûr, je ne suis pas seule. Et votre rapport aux amours impossibles, quand il vous a été demandé d'écrire sur Hizia dans cet ouvrage, Hizia, mon amour, je le rappelle, des textes inédits recueillis par L'Azhari Lapter, vous écrivez La complainte bleue, Saliha Mekrez. Au crépuscule de l'immaculé Kasbah résonne sur les lèvres juvéniles La complainte bleue. On l'écoute, l'oraison funèbre, elle évoque une martyre, consumée de chagrin, un sombre amour scellé. Va, chanson éternelle, le poète affligé détient un brin divin. Et vous écrivez un peu plus loin, Hizia, martyr en amour, de tes mains teintes de henné, agrippe le cœur de ton bien-aimé. Souffle le ney, la douce mélodie au gré du vent, de peine gémie en flots sanglots, de chacun ravagé, ses yeux saïdes sans cesse ont pleuré, Hizia sa bien-aimée. Ô lune millénaire, toi seul rayonne, effleure le front nacré de l'aimé sur le cœur embrasé de l'aimé. Monte la chanson dans l'air sonore, la romance vivante délivre les âmes pures dans l'immense azur, vole les âmes pures. Les âmes pures, bien sûr, les amours impossibles, de toute manière, ce sont les âmes pures. Ouais. Même si la fin, comme l'a si bien dit le poète tout à l'heure, il y a une finitude, il y a la mort. Mais bien que nous... Seriez-vous, comme Ahmed Benzlikha, un peu Hitchcockienne, où vous tuez tout le temps vos... Non, non, je ne tue pas. Je ne tue pas, non. Je ne les tue pas, oui. Je ne suis pas comme ça, en général. Ils ne sont pas dans le texte. Ah, si, ils sont un peu dans le texte. Je pense pas. On ne raconte jamais la fin, au passage. Je pense pas. Donc j'ai un côté un peu comme ça, on va dire,
pas philosophe, mais un peu mystique. Oui, moi je dis que je suis un peu mystique, c'est vrai, que je suis en questionnement Permanent, continuel tout à fait. et perpétuel. En permanence. Comme nous sommes tous poètes, Voilà. comme nous sommes tous, Je nous doutons pense, tous. voilà. Est-ce que sans le doute, il peut y avoir l'aventure de la curiosité? Oui. Pas possible. Ça, c'est une thématique. Hein. C'est une réalité. Oui, tout à fait. C'est un Exactement. sujet de baccalauréat. Voilà, vous avez 2 heures avant de rendre vos Mais, copies. mais le surtout doute, souvent, le doute quand il vous taraude, c'est très très dur parce que là, même maintenant, avec vous, j'ai l'impression d'être dénudée parce que tu nous dis tout à l'heure que vous êtes comme chez le psy, et c'est vrai, à la télévision, c'est un peu être chez le psy. Hein. Ouais. Un décor rouge et noir, ça nous rappelle également d'autres œuvres poétiques. Oui. Hein. Mais un Le psychanalyste très très sympathique. Et Bien sûr, c'est ça. Non, Ouais. Karim, Allez C'est un savoir. poète aussi. Hein. Mais impossible pour vous, justement, de faire sortir de, comment dire, Hizia d'Alger, pratiquement dire, parce que vous citez la Casbah. Oui, mais parce que c'est une histoire qui a marqué mon âge juvénile, moi-même, qui était contée par mes aïeuls, parce que la peur aussi de voir ces juvéniles, tous ces jeunes... souvent, il y a une jeunesse, il y a des jeunes qui s'en allaient, mais on ne savait pas pourquoi. Ils mourraient, mais on ne savait pas pourquoi. Mais souvent, l'aïeul savait que le mal d'amour existait et il y avait ce silence, il y avait ces, on va dire, tabous. Oui, il y avait des tabous aussi et qui faisaient qu'il ne faut pas aussi une pudeur. Donc, il y avait beaucoup de jeunes gens qui sont partis en mal d'amour, qui ont fini comme ça. La mer, toujours et encore, elle vous habite. Je disais au sommaire de l'émission que vous dialoguiez avec les éléments, que ce soit pour Hizia quand on est dans les mers La du mer, Sud. toujours et la mer. La mer, toujours en vous, parce que vous êtes pas loin de Cherchel. Là. Je dirais, oui, c'est le Mont Chenois. Oui. C'est le Mont Chenois Comme le et la disait si masse bien bleue. Avancer dans la mer. Essed Jabbar. Oui, Oui. le Mont Chenois, oui. Parce que bon, j'y suis aussi, c'est ça. On ne peut pas ne pas être interpellé, on peut pas... Ça sent en littérature, en peinture, en poésie. Tout à fait. Elle Le est toujours bleu, là. de toute manière, la masse bleue et cette masse gigantesque qu'est le Mont Chenois m'habite, je ne peux pas Puis c'est une ne région pas être magnifique, hein. sensible. Mais je pense qu'elle a toujours existé. Pour moi, elle a toujours ce sentiment, toujours, parce que je l'avais enfant, j'étais très très jeune. Mais Quand l'eau, source de vie, Oui. l'eau, source de mort Tella, aussi. oui. D'ailleurs, Tella, c'est le premier ouvrage. Tout à fait. Mais là, vous nous parlez de ce garçon qui a fait la une de tous les journaux, bien sûr. Oui, c'est malheureusement, Aylan Kurdi. Hein. Quand vous écrivez « Te souviens-tu, ces vagues hors d'haleine, chargées de souffle iodé, surgissant du gouffre marin, déversant leur bavrage jusqu'à l'étendue punique. Tipaza se réveillait alors de l'astre or, déversant sa joaillerie cristalline sur les nécropoles effritées. Tu ne cessais d'épier le glauque horizon bleu en quête d'épave, spectre titanique sillonnant les voiles obscures. Te souviens-tu, ce matin de rosée saline, sur l'autre rive voisine, des vagues ahuries déposant le frêle corps d'Aylan Kurdi. Ça, Ouais. c'était le mois de septembre 2015. Tout à fait, le jour de la mort d'Aylan Kurdi. Mais je pense que j'avais l'impression que les vagues m'avaient parlé. Peut-être que je suis un peu dans une sorte comme ça de... Mais c'est comme ça, le poète, je pense que on est tous un peu comme ça. Nous dialoguons avec les pierres, qui est très... Oui. L'invisible, non, je dirais peut-être, oui, mais je pense que la mer, les vagues, la montagne, la pierre me parlent beaucoup, donc m'interpellent. Leur énergie. L'énergie, qu'on ne voit pas tout à fait, immédiatement. tout à fait. Et l'eau, voilà. Voilà, tout L'eau, ça est sa bien. mémoire. Et l'eau, c'est un mémoire. La mémoire de l'eau, c'est un ouvrage oui. que je conseille à ceux qui nous regardent exquis. Hein. On le retrouve dans Tala, je le rappelle, de notre ami, je le rappelle encore une fois, Saleh Haïmekeles, parole intérieure, un dialogue, j'allais pratiquement dire, entre Yamile Rebalou et vous. Qu'est-ce qui a réellement conditionné votre rencontre? Je pense que c'était pas vraiment... c'était l'amitié, je dirais, tout à fait. C'est pas... On avait envie d'écrire quelque chose à quatre mains. Et je suis très, très heureuse. D'avoir connu un... D'avoir connu Yamile, oui, Ouais. je pense que c'est une écriture, on va dire, c'était vraiment... c'est venu comme ça, c'était pas... C'était...
Voilà. Et vous écrivez couronné de basilic, pieds nus, immaculé de henné, de l'khalkhal, d'or et d'argent chaîné, l'infante embrasse le mirage. Le mirage est encore là. On parlait de ce rapport invisible entre vos univers et ceux, bien sûr, de Ahmed Benzeleikha. Ouais. C'est également une thématique qui revient souvent dans vos écrits, hein, qu'ils soient poétiques ou picturaux. Parce que je suis quelqu'un aussi de très, on va dire, je suis une solitaire et je ne parle pas, je ne suis pas une bavarde. Si tu as remarqué, je suis très timide, donc je parle difficilement. Je remplace bien certains invités, c'est mieux. Mais j'écris, je lis beaucoup et souvent je suis, on va dire, dans un silence, on va dire, un peu assourdissant par l'envie et par l'écriture un peu, on va dire, interne. Mais on est comme ça, hein, nous autres, hein, Je vous conseille également un ouvrage, ça s'appelle Le silence mugissant de Fadela Hichem Alami. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Elle a écrit un superbe livre chez Lazari Lapter. Ça s'appelle Sur ma terrasse algéroise. Ouais. Elle est dans l'exil intérieur, mais d'une souffrance terrible, où elle restitue ses états d'âme dans une écriture incisive, douloureuse, mais jouissive. Sincèrement. Hein. Je pense que la douleur, la joie, la vie de tous les jours nous accompagne. Mais je le vis bien. Je vis bien ma solitude. Je ne suis pas, on va dire... Une torturée. Non, non, pas du tout. Je ne suis pas une torturée, au contraire. En tout cas, on a eu deux coups de cœur ce soir. C'est d'abord l'ouvrage de Ahmed Benzeleikha, l'esquif des mots, je le rappelle, paru aux éditions Hibr, et puis toujours Hibr qui récidive à travers Hizia Mon Amour, où on va à la rencontre de Ammar Achour, Nassira Belloula, Maïssa Bey, Aïcha Bou Abbassi, que nous aurons bien sûr le plaisir de recevoir au mois d'octobre, au mois de novembre, parce qu'elle va bientôt revenir. Et puis Azdine Menasra, Mouloud Khizar, Fouzia Laradi, qui a commis une nouvelle... Très belle, exquise, je vous assure. Hein. Vous l'avez, j'imagine. Magnifique. C'est également écrit, je le rappelle, édité chez Hibr Éditions. Nous vous le disions au sommaire de l'émission pour la rencontre de ce soir, la littérature et la poésie font-ils bon ménage? Je le disais également, un grand cinéaste s'en est allé. Il a réalisé des pièces maîtresses qui habitent encore la mémoire collective des grands curieux que nous sommes, à travers, bien sûr, sa collaboration, un pan de notre mémoire, sa collaboration avec Gilles Le Pontet-Corvo dans la bataille d'Alger, les enfants de novembre. Nous allons vous en proposer un petit extrait dans quelques instants, les vacances de l'inspecteur Tahar, Hassan Tero, au Maki. Hassan Tero, Haraga Blues, une cigarette pour Ali. Enfin, je veux dire, il a marqué auprès du Saf-Saf, pendant la période... auprès du Saf-Saf, et d'abord, souvent on parle de... Bon, c'est une occasion parce que Moussa vient de partir, de nous dire ciao, un petit peu comme il avait l'habitude. Il s'en est allé sans crier gare. Sans crier... Bon, mais je veux dire, on s'interroge toujours quand quelqu'un part, on ne s'interroge pas suffisamment quand il est là. Et peut-être est-ce une bonne chose, j'en sais rien. Parce qu'à ce moment-là, on se demande, oui, il est parti, mais que laisse-t-il? Parce qu'on oublie vite ceux qui n'ont pas été des constructeurs, ceux qui n'ont pas été des gens qui ouvrent des voies. Et le cas de Moussa Haddad, moi, ayant travaillé à la Cinémathèque où je l'ai connu dans les années 70, ayant été son assistant réalisateur pour le Défi, etc. en 78, c'est un copain, c'est un ami. J'ai toujours été étonné dans ce pays que du vivant de gens de cette envergure, parce qu'il a une envergure, et je vais essayer d'expliquer au moins pour ce qui me concerne, qu'est-ce que ça veut dire. Comment des livres ne se sont pas écrits sur ces gens-là? Hitchcock, tu parlais d'Hitchcock tout à l'heure, on a écrit 100 livres sur Hitchcock durant sa vie. Truffaut, on a écrit je ne sais pas combien de livres. Godard, il n'est pas encore mort, il y a des centaines de livres. Encore aujourd'hui, dans la culture de l'amnésie? C'est pas exactement ça. Est-ce que c'est de l'amnésie? Est-ce que c'est du mépris? Non, je parle de culture de l'amnésie. Oui, est-ce que c'est du mépris? Est-ce que c'est c'est quelque chose j'arrive pas à le définir. Pourquoi je dis ça? Où est la mémoire cinématographique aujourd'hui? Vous en parlez, vous en tant que cinéaste et réalisateur. La mémoire picturale, la mémoire poétique, la mémoire cinématographique. La mémoire sociologique. Vous parliez tout à l'heure d'Alaoui.
C'est un très grand chercheur anglais qui a fait le meilleur livre sur l'Alaoui, qui est paru aux éditions du Seuil. C'est-à-dire, cette connaissance de nous-mêmes nous vient de l'extérieur. C'est-à-dire, c'est un des meilleurs livres, c'est un des plus grands mystiques du XXe siècle. C'est encore un étranger, un Anglais, qui va faire une recherche, et une recherche très poussée, etc., sur cet homme, sur sa vie, sur sa pensée, sur, etc., etc. C'est-à-dire, on en parlait tout à l'heure, c'est quoi l'accumulation? On a l'impression de ne pas accumuler. Alors, j'ai envie de parler de Moussa. Je ne suis qu'un point de vue sur Moussa. Hein. Je ne suis pas spécialiste de Moussa. Nous provoquerons un débat pour lui rendre hommage très bientôt. C'est-à-dire que moi, je donne un certain nombre de choses vécues avec lui, mais je ne suis pas peut-être celui qui le connaît le mieux, etc. Mais je me pose des questions à propos de Moussa. Moussa est né en 1937. Donc, à la fin de la guerre, en 1961-66, c'est quelqu'un qui a une trentaine d'années quand il va travailler avec Gillo Pontecorvo. C'est-à-dire, c'est un jeune homme. Il arrive avec l'indépendance. Il y avait Zinette sur ce film, il y avait Ali Maroc. Mohamed Zinette, qui était aussi le second assistant réalisateur, pour les scènes de foule. C'est Zinette qui dirigeait un peu les scènes de foule, qui les préparait, etc. Ali Maroc était le premier opérateur de Pontecorvo. D'ailleurs, en discutant beaucoup avec Ali Maroc, j'ai compris comment Pontecorvo avait pu ouvrir la conscience, je dis artistique, cinématographique de ces jeunes. Quand on regarde les films de Moussa Haddad, il n'y a dans toute son œuvre aucune œuvre à thèse. C'est-à-dire, il ne fait pas un film sur la Révolution, il ne fait pas un film sur le mysticisme, il ne fait pas un film sur les jeunes. Il va travailler la vie. Et tout à l'heure, vous parliez de poésie. Pour moi, c'est ça la poésie. La poésie, c'est la vie. Vous me disiez, il est poète à sa façon. Il est poète à sa façon. Ouais. C'est-à-dire que, prenons par exemple Les Enfants de Novembre. Quand vous voyez ce film, c'est un film sur la Révolution, entre guillemets. Ça se passe à la Casbah. Mais c'est l'histoire d'un gamin qui est malade, qui prend des médicaments, etc., qui va rentrer dans un processus par hasard. Il y a des documents à transmettre l'El-Djibaa, et puis les gens qui doivent les transmettre vont être tués, arrêtés, etc. Et lui, il va se retrouver par hasard dans cette histoire, et peut-être une partie de la révolution va dépendre de lui, de ce gosse, pour transmettre ce document. Et la transition est toute faite. Un petit extrait des Enfants de Novembre du regretté cinéaste et réalisateur Moussa Haddad. Regardez. Voilà donc juste un petit passage, je le rappelle encore une fois, des Enfants de Novembre de notre illustre réalisateur qui a tiré sa révérence il y a seulement quelques jours, Moussa Haddad, et puis une émission lui sera consacrée ici même sur ce plateau, ça je vous le promets. Comment peut-on réellement définir les réalisations, la filmographie de Moussa Haddad? De l'inspecteur Taha jusqu'aux Enfants de Novembre, je n'arrive réellement pas à lui trouver un dénominateur commun. Ou faut-il réellement aujourd'hui essayer comment dire, de trouver un terme... Mais pourquoi un dénominateur commun? C'est un cinéaste. C'est un cinéaste, il a travaillé avec Pontecorvo, il travaille sur Les Enfants de Novembre, l'histoire.
il va travailler sur l'inspecteur Tahar, c'est aussi... Il est aussi l'un de ceux qui ont travaillé sur la caméra cachée avec le Hajj Rahim, etc. Dans les années 70. Il filme Grouabi quand il y a des soirées, il filme la mort de Boumediene et le Moukeb Hadak Ta'ou pendant des heures. Moi j'étais avec lui. C'est quelqu'un qui est très proche de sa société. C'est Oui, pour cela très, d'ailleurs très, qu'un film comme les vacances de l'inspecteur Tahar a réussi. Tout est dans l'humour, tout est dans le ma'na, tout est dans le... C'est quelqu'un qui est très proche ça, du peuple. vous savez, de la quand société. vous arrivez... Oui, oui. Quand vous arrivez à L'humanisme et la intéresser- tendresse, c'est comme ça qu'on peut réellement définir Absolument. le C'est ça cinéma la de poésie. Moussa Haddad. Pourquoi il nous touche? Pourquoi ces enfants nous touchent? Un des gamins vient d'être touché d'une balle, etc. Mais la manière de le montrer, ce sont des gosses, hein. Il n'en fait pas des héros, c'est des gosses comme il y en a aujourd'hui, etc. Mais par ailleurs, il y a aussi une maîtrise technique. On le voit bien. Absolument, Les c'est là que je travelling, tout ça. C'est des un techniques cinéaste. quand même. Voilà, C'est absolument. comme vous maîtrisez, vous, l'écriture, vous maîtrisez le rythme. J'ai entendu tout à l'heure le rythme de ces mots qui tombent avec le rime, etc. C'est une technique maîtrisée, mais c'est une technique maîtrisée dans un objectif et dans une émotion Tout à fait. donnée. Oui, oui. C'est pas C'est simplement l'émotion. Hitchcockien au sens je vais faire peur aux gens, etc. Et je pense que Moussa Haddad, je vais vous donner quelques exemples. Je suis un peu ému parce tout à fait que on normal. s'attend jamais à la disparition de gens avec qui on a pu vivre comme ça pendant un certain nombre d'années. En quoi il est cinéaste? En 78, j'étais son assistant réalisateur pour le défi, et donc Boumediene va mourir. Comment commence le défi? Pour vous dire la vision, Oui. le poète, celui qui voit loin, 78. Oui. Imaginez Oui. où est-ce qu'on est. Hein? Son film, Le Défi. En fait. Le défi. Oui. Au générique, on voit quelqu'un qui arrive en moto, avec quelqu'un derrière lui, avec des casques. Ils arrivent au niveau de l'aérohabitat, et ça va être un des protagonistes du film. Le protagoniste qui était derrière donc le motard descend, et il lui dit on va se voir demain, etc. Et le film va commencer. Et à ce moment-là, le protagoniste qui conduisait la moto enlève le casque, Oui. et c'est une fille, une jeune femme. Donc, déjà, dès le départ, il sonne, c'est-à-dire, il y a une touche, c'est-à-dire, il croit à une certaine Algérie, il croit à une certaine humanité. C'est pas la peine qu'on soit... Pourquoi la fille derrière? Lui, tout de suite, la conductrice de la moto, c'est une jeune fille, très belle, cheveux courts, etc. Ça vous donne déjà une idée de la manière dont il... En 78... On n'est Il a pas... récidivé avec Made In. On Non, mais revoit, entre tous autres, ces hein, films une sont forme comme ça, de suite, hein. dans tous ces films, et il accorde une extrême importance dans tous ces films, depuis Haraga Blues et vous remontez, à la jeunesse. Ce qui l'intéresse, ce sont les enfants, les jeunes, ceux qui arrivent à la vie, ceux qui commencent à voir les choses d'une certaine manière. Et par exemple, tout le défi, c'est quoi le défi? C'est une période de l'Algérie, on le voit bien avec Sid Ahmed Agoumi, Farida Amrouche, tous ces comédiens. C'est une Algérie bien assise avec la Sonacom, avec je veux dire les grandes sociétés nationales. Il y a de belles petites bagnoles, ils sont bien habillés, etc. Et puis la disparition d'un gosse va pousser le film vers une chute qui ne s'arrêtera pas. C'est comme une alerte. C'est comme si Moussa, en 78-79, disait attention, tout va bien, mais il suffit qu'un gosse, en sortant de l'école, ne rentre pas tout de suite à la maison et qu'il va partir, il va se faire prendre par un fou qui risque de le tuer. Oui. C'est comme s'il disait attention au basculement qui peut arriver à n'importe quel moment. Mais cette vision, qui est plus ou moins prophétique, qui est plus ou moins mystique, qui est plus ou moins de quelqu'un qui connaît bien sa société, moi je la trouve poétique parce que c'est à travers un enfant. Il fait pas une thèse, il fait pas un tract. Si vous voulez. Et les enfants et les jeunes, lorsqu'il avait réalisé donc justement Haraga Blues, qui a eu énormément de succès, on lui a même posé la question sur ce même plateau, est-ce que vous avez voulu justement dénoncer ce phénomène malheureusement de plus en plus grandissant? Et puis la presse a récupéré une de ses interviews, il disait en ces termes-là: j'ai toujours voulu faire des films qui plaisent aux gens, qui rassurent, qui donnent un sentiment de travail bien fait. La harga est là, c'est vrai, mais j'ai voulu que le spectateur ait un sentiment de bien-être. Je n'ai pas voulu faire une analyse sur les raisons justement qui poussent les jeunes à quitter l'Algérie. Aux hommes politiques de le faire. L'essentiel est que les gens éprouvent du plaisir, qu'ils éprouvent du plaisir à regarder le film. C'est la seule chose qui
qui m'intéresse. Et le plaisir, c'est la poésie, le plaisir, c'est la lecture, le plaisir, c'est le roman, le plaisir, c'est une belle pièce de théâtre, etc. Le plaisir, c'est une émission comme celle-ci. Je veux dire, c'est une manière de raconter, c'est une manière de vivre, c'est une manière de partager, c'est une manière de laisser l'autre espérer. Et c'est en cela que nous avons perdu un cinéaste. Que va-t-on garder de lui aujourd'hui? Eh bien, au en moins une 2019? dizaine de films et un esprit. Moi, je Il a une pense que c'est mémoire, de toute façon. C'est un style, Son c'est un œuvre genre, est une mémoire. ou une école pour plus tard pour la Il n'y a jeune pas génération. d'école. Je ne pense pas qu'il y ait... Vous avez parlé tout à l'heure de Tipaza, du Chenois, etc. Ça fait tilt dans ma tête parce qu'il y avait la Nouba des femmes du Chenois. Ici à Djebar. Le film réalisé donc en 79, le défi, auquel j'avais participé humblement, est réalisé à peu près à la même époque où Assia Djebar va réaliser donc la Nouba des femmes du Mont Chenois. Du Mont Chenois. Première réalisatrice, première femme en Algérie à réaliser un film. Donc ces années 70, c'est aussi les années de Omar Gatleto, puisque c'est en 76. D'ailleurs, il y a Ils un font des partie de la gosses- même génération. Hein, oui, un gosse disais, dans Bobalas, dans le film Le Défi. Il y a deux gosses qui s'amusent. Ils disent Ntaya, ma maraksh tadirha lik ma Omar Gatleto, etc. C'est-à-dire qu'il y a des références, des clins d'œil. des clins Tout à d'œil fait, dans, oui. dans le film. Et c'est aussi l'année où Farouk Belloufa va réaliser Nahla au Liban. C'est-à-dire c'est une période très importante de l'Algérie. On ne le fait plus. Il n'y a plus 4 films de ce type-là aujourd'hui. Non, c'est pas demain, la veille, qu'on va le faire. Il le disait sur C'est ce le même seul plateau, film. j'aurais voulu faire plus de films, aborder d'autres thématiques, mais nous n'avons malheureusement pas les moyens de le faire aujourd'hui. C'est en cela justement que Moussa Haddad est un cinéaste. Si vous regardez plan par plan, que ce soit Les Enfants de Novembre ou là, Le Défi, vous allez voir que ce sont des films qui sont faits avec très peu de moyens. Par exemple, je vous donne un exemple, le gosse dans Le Défi est pris malgré lui dans un camion semi-remorque qui va le sortir de la ville, il va l'amener jusque sur les hauts plateaux du côté de Sétif sans qu'il puisse descendre du camion. Mais pour faire les séquences, c'est-à-dire il doit dormir à un moment donné, etc., Moussa Haddad le filme en studio, bien sûr, simplement avec une bâche SNTR Mlora, et parce qu'il n'a pas les moyens de louer un camion, c'était la RTA de l'époque. Il fallait faire avec, radio-télévision algérienne. avec Et ce on qu'il le fallait. faisait bien, en fait. Mais Il y avait avec un les art moyens, Comme pour la grande c'est-à-dire- maison. Absolument. Pour la grande maison. Oui, oui. pour la grande maison. Ah oui, C'est-à-dire avec Harir, le métier les moyens artistique, qu'il avait, c'est- il avait un regard. Par exemple, dans Le Défi, il y a quelque chose, les Algérois doivent regarder ce film. À un moment donné, il y a toute une séquence autour de l'école où le gosse va disparaître. Et pendant longtemps, il va tourner dans le même secteur. Et on n'en a pas marre de voir le même quartier, les mêmes murs, la même école, etc. Parce qu'elle est filmée autrement à chaque fois, Oui. à des heures différentes, d'une manière avec des objectifs différents, etc. prise Pour de vue. provoquer des sentiments ou des attentes ou des peurs ou etc. C'est un cinéaste, c'est un poète. C'est-à-dire sur un petit quartier, parce qu'il le connaît, il va filmer en avant-plan un certain mais arbre. c'est Par un- exemple, C'est un grand amoureux d'Alger, C'est un faut-il grand également amoureux le dire. d'Alger. On le voit, il immortalise cela dans la pratiquement tous ses Casbah, films. Alger, Exactement ça. le port, Voilà. le bâtiment Lafayette, etc. Il aime tout ça. Alger est encore un personnage, comme Alger est un Cherchel est dans personnage dans les films les de univers Moussa Haddad. Tout à fait. Voilà, je le disais, donc un cinéaste de talent s'en est allé encore une fois, encore une étoile dans le ciel.
l'esquif